Je vais vous lire la suite du bouquin. Selon l'ordonnance de renvoi, la prise de Mediator a entraîné entre 3100 et 4200 hospitalisations pour insuffisance valvulaire, entre 1700 et 2350 chirurgies de remplacement valvulaire et finalement entre 1520 et 2100 décès. Source: Éric Favereau, laboratoire Servier, Anatomie d'un système, Libération, 20 septembre 2019. Le procès regroupe près de 4129 victimes, 376 avocats et 25 prévenus, dont 11 personnes morales. Source: Mediator. Début d'un procès hors norme. Archive. Le Figaro, 22 septembre 2019. Les laboratoires Servier devront répondre de tromperies aggravées, escroqueries, blessures et homicides involontaires et trafic d'influence. Et l'Agence nationale de sécurité du médicament, ANSM, de blessures et homicides involontaires devant le tribunal correctionnel de Paris. Source: Le scandale de Mediator en procès. Le Monde, 20 septembre 2019. Archive. Le procès devant se terminer fin avril 2020 est suspendu de mars à juin en cause de la pandémie de Covid-19. Source: Philippe Renaud, le procès du Mediator à Paris, suspendu et renvoyé au 2 juin. La République du Centre, 18 mars 2020. Le Vioxx est un anti-inflammatoire prescrit pour les douleurs liées aux maladies articulaires, commercialisé entre 1999 et 2004 par le laboratoire Merck. Il aurait, selon la FDA, Food and Drug Administration, provoqué 160 000 crises cardiaques et attaques cérébrales et 40 000 décès, rien qu'aux États-Unis. En dépit des rapports négatifs qui affluent, le laboratoire Merck et les autorités sanitaires maintiennent le Vioxx sur le marché jusqu'à son retrait en 2004. Le médicament, un véritable blockbuster, aura rapporté 2,5 milliards de dollars chaque année. En France, le retrait de la molécule a donné lieu à d'importantes controverses sur la fiabilité et la diffusion des informations sur les effets secondaires et l'efficacité des médicaments, mettant notamment en cause le laboratoire pharmaceutique car des données montrant la majoration des risques cardiaques semblaient disponibles au moins depuis 2001, 3 ans avant le retrait de la molécule. Source: Ross, J.S., Madigan, D. Hill, K.P. et A.L.S. Pooled analysis of rofecoxib placebo-controlled clinical trial data archive. Arch interne meds 2009. Point virgule 169 double point 1976 à 1985. En 2011, le groupe Merck Pharmaceuticals a officiellement reconnu, selon un communiqué de presse du département américain de la justice, avoir eu connaissance de ces effets et avoir illégalement omis de préciser une partie des effets secondaires de cet antidouleur, Vioxx. Source: Communiqué de presse US Depth of Justice US Pharmaceutical Company Merck Sharp and Dohme to pay nearly $1 billion over promotion of Vioxx. 22 novembre 2011. A reign after Merck press release. Justice.gov. Des chercheurs et des responsables de l'entreprise ont de manière complice caché les preuves du fait que ce médicament avait, lors de ses essais cliniques, provoqué un nombre alarmant de crises cardiaques. Source: Diana Minasi, 2017. Notes confronting the ghost legal strategies to host medical ghostwriters. 86 Fordham, L.Rev.299,310, voir aussi Stephanie M. Green, After Caronia First Amendment Concerns in Off-Label Promotion 51 San Diego L.Rev.
2014 discussing various concerns about off-label prescription drug use, including undisclosed side effects. Le fabricant du Vioxx savait que les patients qui en prenaient multipliaient par 6 leur risque de faire une crise cardiaque, mais les représentants de Merck ont persuadé les médecins, via de fausses déclarations et des pots de vin, de prescrire le médicament aux patients. Source. Carrie Johnson, 2008, Merck to pay 650 millions in Medicaid settlements. Washington Post, mise en ligne le 8 février. WashingtonPost.com. Archive. Merck a pris le temps d'accumuler 11 milliards de dollars de ventes de Vioxx avant de le retirer lui-même du marché. Source. Linda A. Johnson, 2008, Merck to start writing Vioxx checks in August. Charlotte Observer, 18 juillet, charlotteobserver.com. John Hopkins. En 1875, John Hopkins mourut, laissant un legs de 3,5 millions de dollars pour fonder une université et un hôpital. Les administrateurs de la succession Hopkins étaient des Quakers qui agirent d'une façon avisée et décisive. Contre l'avis du président de Harvard, Charles Elliot, du président de Yale, James Burrill Angel, et du président de Cornell, Andrews D. White, ils décidèrent de concevoir l'université Johns Hopkins sur le modèle des plus grandes universités allemandes, des institutions peuplées d'hommes qui se consacraient à la création de nouvelles connaissances et non pas seulement à l'enseignement de ce que l'on croyait. Les administrateurs recrutèrent comme président Daniel Coit Gilman, qui venait de quitter la tête de la nouvelle université de Californie après des disputes avec les législateurs de l'État. Auparavant, il avait aidé à créer puis diriger la Sheffield Scientific School à Yale. À Johns Hopkins, Gilman recruta sans tarder un corps professoral internationalement respecté et connecté, ce qui lui conféra une crédibilité immédiate. En Europe, des gens comme Huxley considéraient que l'université Hopkins combinait l'énergie explosive et l'ouverture de l'Amérique avec l'audace de la science. Ce potentiel pouvait secouer le monde. C'était pour honorer l'université Hopkins à ses débuts, pour honorer cette vision et se faire le prophète de cette nouvelle foi que Thomas Huxley vint en Amérique. L'université Hopkins accueillit ses premiers étudiants en 1876. Son école de médecine n'ouvrit pas avant 1893, mais elle réussit si brillamment et si rapidement qu'au début de la Première Guerre mondiale, la science médicale américaine avait rattrapé l'Europe et était sur le point de la dépasser. Le 12 septembre 1876, Thomas Henry Huxley fut l'orateur principal de l'événement. À 11 heures précises ce matin-là, un cortège s'avança sur la scène. À sa tête, Daniel Coit Gilman, président de la nouvelle université avec Huxley à son bras. Lorsqu'ils eurent pris place, les conversations se turent rapidement, remplacées par l'attente d'une sorte de déclaration de guerre. Le discours d'Huxley comprenez la déclaration, le fondement de la moralité est d'en finir, une fois pour toutes, avec le mensonge. Ce brillant scientifique qui deviendrait président de la Royal Society donnait ce conseil aux chercheurs. Asseyez-vous devant un fait comme un petit enfant, soyez prêt à abandonner toute idée préconçue. Explorez humblement les abîmes où la nature vous mène, où vous n'apprendrez rien, et croyez également que l'apprentissage avait un but. La grande fin de la vie n'est pas la connaissance, mais l'action. Pour agir sur le monde, lui-même était devenu un prosélyte de la foi en la raison humaine. En 1876, il était reconnu comme le plus grand défenseur de la théorie de l'évolution et de la science elle-même. H.L. Mencken affirme que c'est lui, plus que tout autre homme, qui a opéré ce grand changement de la pensée humaine qui a marqué le XIXe siècle. Le président Gilman fit une brève et simple introduction. Puis le professeur Huxley prit la parole. Habituellement, le sujet de ses conférences était l'évolution, mais ce jour-là, il s'exprimait sur un sujet encore plus vaste. Il parlait du processus de la recherche intellectuelle. L'université Hopkins ne devait rassembler à aucune autre en Amérique. Huxley loua les objectifs audacieux de l'université Hopkins, exposa ses propres théories de l'éducation, lesquelles inspirèrent bientôt celles de William James et de John Dewey.
et se félicita de la naissance d'une université qui signifiait que ni le sectarisme politique, ni le sectarisme ecclésiastique n'interféreraient avec la recherche de vérité. Le mot le plus significatif de la cérémonie fut celui qui n'avait pas été prononcé. Pas un seul participant ne prononça le mot Dieu, ou ne fit référence au Tout-Puissant. Cette omission spectaculaire scandalisa ceux qui s'inquiétaient ou rejetaient une vision mécaniste et nécessairement sans Dieu de l'univers. En 1877, un an après l'ouverture de l'université Johns Hopkins, son président, Daniel Gilman, établit des plans pour réunir le corps professoral, le meilleur d'Amérique en sciences médicales, une assemblée qui rivaliserait avec celle d'Europe. La décision de recruter sur une base nationale, voire internationale, était en soi révolutionnaire. Pour effectuer cette recherche, Gilman choisit le docteur John Shaw Billings. Billings est à l'origine de la première grande contribution de l'Amérique à la médecine scientifique. Une bibliothèque. Cette dernière était née quand le chirurgien général de l'armée avait commandé une rédaction d'une histoire médicale détaillée de la guerre de sécession. L'armée créa également un musée médical qui était en fait une bibliothèque de spécimens. En 1898, les scientifiques de l'Institut de pathologie des forces armées, un descendant direct de ce musée, ont utilisé des spécimens conservés en 1918 pour déterminer la composition génétique du virus de la grippe de 1918. Billings créa une des plus grandes bibliothèques médicales qui, en 1876, contenait plus de 80 000 volumes. Pour diffuser le savoir, il mit au point un système de catalogage supérieur à tout ce qui existait en Europe. Et il commença à publier l'Index Medicus, une bibliographie mensuelle des nouveaux livres et articles médicaux parus en Amérique, en Europe et au Japon. Billings se rendit en Europe pour rencontrer des recrues potentielles pour l'université Hopkins, y compris des scientifiques établis à la renommée internationale. Mais il recherchait aussi de jeunes recrues, la prochaine génération de dirigeants. Après avoir entendu parler de Welch, Billings le rencontra dans une ancienne brasserie de Leipzig. Sur le mur de ce lieu, des peintures murales représentaient la réunion de Faust et du diable au XVIe siècle, car celle-ci avait prétendument eu lieu dans cette même salle. Billings et Welch conversèrent de science, puis Billings évoqua les projets pour Hopkins. Après le dîner, Billings écrivit à Francis King, président de l'hôpital John Hopkins, qui n'était pas encore construit, que Welch devrait être l'un des premiers hommes dont il faudrait s'assurer la participation le moment venu. Au départ, Welch n'était pas intéressé à devenir médecin. Son ambition première était d'enseigner la langue grecque. Il a obtenu un diplôme AB en 1870 en tant qu'étudiant du premier cycle. Il a rejoint la fraternité Skull and Bones. La Skull and Bones, littéralement crâne et os, est une fraternité étudiante de l'université Yale aux États-Unis. Ce groupe est aussi connu par les anglophones sous les noms Chapter 322 et Brotherhood of Death, Fraternité de la mort. Russell Trust Association est le nom commercial de la société Skull and Bones et a été créée en 1856. Elle a été constituée par William Huntington Russell en tant que président et Daniel Coit Gilman comme premier trésorier. Plus tard, Gilman est devenu président de l'Université de Californie à Berkeley et de l'Université Johns Hopkins avant de les quitter pour devenir le premier président de la Fondation Carnegie. Gilman a été l'un des premiers membres de la Russell Sage Foundation. En 1875, Welch obtint son doctorat en médecine de 1876 à 1877. Il étudie dans plusieurs laboratoires allemands pour travailler avec entre autres Julius Cohnheim et Rudolf Virchow. Cette expérience à l'étranger a incité Welch à modeler ses plans pour un nouvel institut médical sur l'Institut d'histoire de la médecine de l'université de Leipzig. Il retourna en Amérique en 1877 et ouvrit un laboratoire au Bellevue Medical College, qui fait maintenant partie de la New York University School of Medicine. Pendant une grande partie du demi-siècle suivant, le plus proche collaborateur de Welch serait son protégé, Simon Flexner. Ensemble, ils allaient accomplir de grandes choses. À l'université Hopkins, qui devint progressivement en quelques décennies Hopkins tout court, on attendait de Welch qu'il crée une institution qui changerait à jamais la médecine américaine. Lorsqu'il accepta cette charge en 1884, il avait 34 ans. Il avait déjà travaillé avec Kohn, à qui Koch avait apporté ses études sur l'anthrax. Avec Karl Ludwig et avec Cohnheim, trois des plus grands scientifiques du monde,
et il avait rencontré le jeune Paul Ehrlich, à qui ses intuitions combinées à ses connaissances en chimie permettraient de faire certaines des plus grandes contributions théoriques de la médecine. De faire certaines des plus... ah, je me relis, je suis un peu fatigué. Voilà. À présent, Welch rendrait visite à presque tous les plus grands chercheurs en Allemagne. Si l'hôpital de l'université Hopkins ne fut pas ouvert avant 1889, à l'école avant 1893, son laboratoire ouvrit presque immédiatement. Dès la première année, Hopkins, qu'est-ce que je raconte? Dès la première année, 26 chercheurs ne faisant pas partie du corps professoral de Hopkins utilisèrent les laboratoires. Le jeune assistant de Welch, William Concealman, qui plus tard rénova l'école de médecine de Harvard à l'image de Hopkins, les approvisionnait en organes en se rendant dans d'autres hôpitaux, récupérant les organes qu'il rapportait dans des seaux suspendus au guidon de son tricycle. En 1889, William Osler devint le premier médecin chef de l'hôpital Johns Hopkins et en 1893, un des premiers professeurs de médecine à l'université John Hopkins à Baltimore, dans le Maryland. Les exigences pour être admis à l'université Hopkins étaient si rigoureuses que Welch et Osler craignaient que Hopkins n'attire aucun étudiant. Mais ceux-ci furent nombreux au rendez-vous. En 1889, les protégés de Pasteur, Émile Roux et Alexandre Yersin, cultivèrent un bouillon épais avec des bactéries de la diphtérie et utilisèrent de l'air comprimé pour pousser le bouillon à travers un filtre de porcelaine non émaillé conçu par Charles Chamberlain. Aucune bactérie ni aucun corps solide ne pouvait passer à travers la porcelaine. Seul un liquide pouvait le faire. Ils stérilisèrent alors ce liquide. Il se révéla mortel. Cela prouvait qu'une toxine soluble était bien en cause. Pendant ce temps, un physiologiste américain nommé Henry Sewall de l'université du Michigan étudiait le venin de serpent qui ressemble chimiquement à de nombreuses toxines bactériennes. En 1887, il immunisa des pigeons contre le poison du serpent à sonnette. En 1891, à Berlin, on fit une première tentative pour guérir une personne atteinte de diphtérie suite aux précédents travaux publiés, et elle réussit. Les scientifiques avaient découvert un moyen non seulement de prévenir une maladie, mais également de guérir une maladie. C'était le premier remède. En 1894, Émile Roux de l'Institut Pasteur lut son article résumant les expériences sur l'antitoxine diphtérique devant le Congrès international sur l'hygiène à Budapest. Au moment où Roux terminait sa lecture, l'assistance composée des plus grands scientifiques du monde montrait leur enthousiasme. Welch rapporta ensuite les expériences américaines, confirmant le travail des Français et des Allemands. Et chaque délégué rentra chez lui avec une bouteille de cet agent curatif. Lors du discours d'ouverture de la réunion suivante de l'Association of American Physicians, une organisation fondée pour encourager la médecine scientifique, Welch déclara: la découverte du sérum de guérison est entièrement le résultat de travaux de laboratoire, ces découvertes n'étant en aucun cas accidentelles. Chaque étape qui y a conduit peut être retracée et chaque étape a été abordée dans un but précis pour résoudre un problème précis. Ces études et les découvertes qui en résultent marquent une époque dans l'histoire de la médecine. Quand l'antitoxine fut soudainement disponible dans le monde entier grâce aux travaux de William Park et Daniel Williams, les taux de mortalité liés à la diphtérie chutaient rapidement de près de 2 tiers. Alors que l'utilisation de cette antitoxine se répandait, Frederick Gates, un ministre baptiste à l'esprit curieux, qui avait le don de saisir les opportunités et qui était l'assistant de John D. Rockefeller, se prit d'intérêt pour un manuel médical écrit par William Osler appelé The Principles and Practice of Medicine. Osler y retrace l'évolution des idées médicales, explore les controverses et surtout admet l'incertitude de l'ignorance. En 1892, Rockefeller nomme Frederick T. Gates comme son agent, lui conférant le titre de chef de toutes ses activités philanthropiques. Mais rien ne le limitait à des préoccupations caritatives. Il développa plusieurs entreprises de Rockefeller, tirant par exemple profit de 50 millions de dollars des mines de Mesabi dans le Minnesota. Rockefeller lui-même avait recours à un médecin homéopathe et Gates avaient également lu le Nouveau Testament de la médecine homéopathique, écrit par Samuel Hahnemann, fondateur du mouvement. Gates décida que Hahnemann devrait être, pour parler charitablement, pas tout à fait fou, mais presque. Le livre d'Osler impressionna Gates de manière très différente, car elle y présenta un paradoxe.
Il montrait que la science médicale était très prometteuse, mais que cette promesse était loin d'être réalisée. Il m'est apparu clairement que la médecine pouvait difficilement devenir une science, expliqua Gates, sans que des hommes qualifiés puissent se consacrer à des études et à des recherches ininterrompues, avec un salaire suffisant en toute indépendance de la pratique médicale. C'était pour M. Rockefeller une opportunité la plus grande que le monde pouvait s'offrir de devenir un pionnier. Entre-temps, John D. Rockefeller Jr. avait évoqué l'idée de financer la recherche médicale avec deux éminents médecins, L. Emmett Holt et Christian Herter, deux anciens étudiants de Welsh. Tous deux soutinrent cette idée avec enthousiasme. Le 2 janvier 1901, le petit-fils de Rockefeller, père, John Rockefeller McCormick, également petit-fils de Cyrus McCormick, mourut de la scarlatine à Chicago. La même année fut créé l'Institut Rockefeller. Pour la recherche médicale, Welsh déclina l'offre de diriger le nouvel institut, mais il assuma toutes les charges associées à son lancement, présidant à la fois le conseil d'administration de l'Institut ainsi que son conseil scientifique. Smith, l'un des plus grands bactériologistes du monde, était le premier choix de Welsh comme directeur. Et il avait refusé parce qu'il avait fait la plupart de ses recherches sur les maladies animales, comme le développement d'un vaccin pour prévenir le choléra du porc, et pensait qu'il serait plus judicieux politiquement que le directeur ait travaillé sur des maladies humaines. Welsh proposa donc le poste à Simon Flexner, qui avait quitté Hopkins pour occuper une chaire très prestigieuse à la faculté de médecine de l'université de Pennsylvanie. Flexner avait refusé une offre de Cornell à 8 000 $ pour choisir Penn, où il ne gagnerait que 5 000 $. Flexner accepta l'offre de Welsh, ainsi qu'une augmentation de salaire. Mais le lancement de l'Institut resta fermement sous contrôle de Welsh. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.